Vendredi 22 août. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre formule entre deux courses, ce qui signifie qu'au cours des prochaines minutes, vous pourrez m'entendre en compagnie de nos collaborateurs discuter des sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1. Et on débute maintenant. Il est maintenant temps d'accueillir nos collaborateurs. Il est l'auteur du livre La Formule 1 au circuit, Gilles Villeneuve. Kevin Fontaine, comment ça va? Salut Martin, ça va super bien. Et toi, comment ça va? Ben, je vais très, très bien. Je vais très, très bien. Écoute, c'est tranquillement pas vite, hein, la F1 qui revient. Il reste une Mhm, semaine à attendre. On peut dire qu'on a mhm, eu un peu des vacances, mais on a quand même resté occupé. On a quand même resté, on mhm, a quand même jasé d'F1. On a fait justement, je voulais vous le dire, l'épisode mi-saison. François est là mhm, aussi. Je mhm, vais le présenter dans quelques instants. Mais l'épisode mi-saison qu'on a enregistré il y a 2 semaines, jour pour jour, et puis qu'on a publié maintenant l'épisode la plus écouté dans l'histoire du F1 podcast. Donc, on a battu tous les oh, records dans les 2 dernières semaines. Donc, c'est toujours positif de voir la progression. Chaque nouveau épisode fait des meilleurs scores que les anciens. Mais celle-là, d'avoir battu celle de tous les temps pour un épisode qui date d'à peine 2 semaines, avoir battu tous les records. Donc, ça montre que le podcast est en santé. Et justement, en santé, ben, c'est grâce à notre bonne équipe. Il fait partie de cette équipe-là en santé. Il est l'auteur, non, il n'est pas l'auteur, il est plutôt le descripteur analyste des courses de la GTCQ.tv, mais aussi un pilote pour nos amis de la Team FSR dans la division Pro Élite. François Goulet, comment ça va? Ça va très bien. Je suis en santé et enchanté. Je suis pas un auteur, mais j'espère être à la hauteur et ça va bien. Puis tu as parlé de ouais. vacances, ben je t'avais de l'être en vacances. Donc pour moi, c'est très bien. Puis c'est vrai, c'est comme ça fait un bout qu'on s'est parlé, hein, ça fait 2 semaines, mais normalement, on passe pas autant de temps que ça sans se parler. Donc on a eu une petite pause de F1 puis une petite pause les uns des autres, mais c'est bon de se retrouver. Alors content de vous voir, messieurs. Ben, content de vous entendre, en fait. Ben oui, mais j'étais content, c'est ça, ce matin, je disais, c'est jour de podcast, même si, comme tu dis, seulement 2 semaines qu'on a fait le dernier podcast ensemble, donc Mhm. d'habitude, c'est vrai, on est habitué de se parler plus souvent que ça, mais ça va recommencer, là. On retourne dans le vide de la saison, quand même 10 courses à faire. Je peux quand même souligner un absent avec nous aujourd'hui, on était supposé d'avoir Jean-Christophe qui était là, il était avec nous autres il y a quelques minutes à peine. La communication était vraiment pas bonne, il est sur la route, lui, dans le bout de Tremblant, justement pour son métier de pilote automobile, de pilote de test puis toutes ces choses-là. Mhm. Mais on n'avait pas de bonne communication, donc c'était pas possible. Donc, il est déçu de pas pouvoir participer à l'émission. On est déçu de pas l'avoir aussi parce qu'on aurait aimé ça parler avec de son aventure au Grand Prix de Trois-Rivières. Mais on aura la chance de se reprendre d'autres fois qu'il pourrait nous conter cette belle Mhm. aventure-là qu'il a vécue. On le félicite quand même. Il va sûrement nous Mhm. écouter. Le félicite quand même pour la belle fin de semaine, l'accomplissement qu'il a fait, là, parce que c'est pas évident d'arriver dans une série. Toi, tu le sais un peu, François, comment ça fonctionne, mais quand tu arrives dans des séries déjà établies, des voitures qui sont pas ceux de ton quotidien, d'arriver là-dedans puis de tout de suite être au rythme des autres qui sont habitués à ces voitures-là, au circuit, à toutes ces choses-là, c'est pas évident, là. C'est quelque chose qui est vraiment sorti de sa zone de confort, là. Oui, ben, tout à fait. Le chapeau à Jean-Christophe parce qu'il s'est quand même très bien placé dans cette série radicale Canada contre des pilotes qui font ça tout le temps, donc sont Mhm. habitués à la voiture. Il y a eu des bonnes performances. Je sais que sa voiture semble avoir eu des soucis de transmission, peut-être de frein aussi, là, mais il a vraiment bien tiré son épingle du jeu. Ça a été très plaisant de le voir. Donc, chapeau. J'ai bien hâte de parler avec lui un peu là, de ça parce que toi et moi, on a évoqué un peu la série. Puis je voyais qu'il y en avait qui avaient des différences. Il y en a qui sont assis au milieu, donc qui sont assis sur un des deux côtés, là. On en a parlé de ça, on ne savait pas trop Ben là, oui. ce que fait que ça va être le fun d'avoir on va dire son de cloche là-dessus, mais on lui en reparlera là, quand on l'aura avec nous. Mais c'était très, très plaisant. Puis j'aimerais bien le revoir là-dedans, là, dans cette série-là, parce que clairement, il était à son aise. Ben moi, j'ai trouvé que ça a été une série. Pour moi, ça a volé le spectacle. Tu sais, j'ai jamais autant couvert le Grand Prix de Trois-Rivières. Je l'ai écouté pas mal de A à Z, tous les Mhm, événements, toutes les séries. C'est pas pour dénigrer une parmi tant d'autres, parce que ils ont toutes leurs raisons d'être, puis ils ont toute leur compétitivité, ils ont toutes leur cachet. Mais celle qui m'a vraiment donné le coup de cœur, puis c'est peut-être le fait qu'il y avait une voiture F1 podcast, on sait pas, peut-être que mhm, j'avais un parti pris. Mais je trouvais que c'était un bon concept de voiture. C'est agile, c'est rapide. Tu sais, on en parlait justement dans l'enregistrement qu'on essayait de faire avec Jean-Christophe qui nous mentionnait lui-même que c'est le fait que c'est plus rapide que des stock cars, ça prenait les gens par surprise, là. Puis à la télévision, ça se vendait bien aussi. C'est quelque chose que j'aurais envie de voir
dans un quotidien, là, que RDS, TVA Sport, quelqu'un prenne les droits de la Radicale Canada. J'ai trouvé ça intéressant. Je trouvais que c'était un beau produit à montrer à la télévision. Ton côté, Kevin, as-tu ressenti la même chose? Je sais que tu as pris la peine de regarder un peu la série. Oui. Ben écoute, Martin, j'ai été impressionné par les voitures, honnêtement. C'est pas une série que je regarde et que je suis très attentivement, mais je les ai vues en action, bon, sur la chaîne YouTube, là, comme on a pu voir. Et c'était quand même assez intéressant de voir l'agilité, comme tu as mentionné, l'agilité des voitures, la vitesse dans laquelle ils arrivaient dans les virages. Vraiment, puis on sait que le circuit de Trois-Rivières, c'est pas un circuit qui est très, très gros. Là. C'est pas un long circuit, c'est un circuit qui est bossely, qui est poussiéreux à une certaine limite. Et puis, c'est un circuit qui demande quand même une certaine agilité parce on frôle les murs. Les murs sont très proches. Donc, il faut faire attention, il faut réaliser des bons temps. Et je trouve que Jean-Christophe s'est très bien débrouillé. C'est lui qui va plus nous le dire que nous. Mais je trouve qu'il s'est bien débrouillé dans l'optique, dans le fait que c'était, si je ne me trompe pas, sa première présence là, dans la série Radicale. Donc, il l'a très bien fait. Puis, j'ai vraiment trouvé ça impressionnant de voir ces voitures-là sur le circuit de Trois-Rivières. Moi, c'était sa première présence. Ben, il y avait déjà, Mhm. je pense qu'il a fait une petite apparition des tests, mais vraiment d'être dans la série contre les autres qui Mhm. sont. Je dis, non, il a vraiment bien fait. C'était le fun, c'est intéressant. Donc, bien sûr qu'il va être avec nous pour en parler. François Mhm. mentionnait la question d'être assis au milieu ou on envoyait assis au milieu, on envoyait assis à côté. C'est justement l'interrogation qu'on avait soulevée une semaine d'avant. Puis Mhm. finalement, on n'était pas loin. T'es pas loin avec nos questions parce que c'est même pas précis dans la réglementation. Tu peux être assis pas mal autant où que tu veux au milieu ou à côté sur sur un des côtés parce que je pense que tu peux même être à droite ou à gauche. Mhm. Puis c'est ça, on envoyait d'autres au centre. J'ai posé la question. T'sais, il est pas avec nous, fait que je vais pas répondre à sa place, mais il m'a quand même dit que pour lui, l'impact était pas si gros que ça. Il pensait pas qu'il y OK. avait nécessairement un avantage d'être assis au milieu. Et c'est pour sa part. C'est sûr qu'il a pas fait le comparatif, mais il m'a quand même répondu ça parce que ça, disons que j'étais pas capable d'attendre. Il fallait que je pose avant cette question-là. Ça changerait-tu quelque chose ou là, si c'était à refaire, t'assirais-tu au milieu puis tout ça. Puis il m'a dit que lui, pour lui, c'est pas quelque chose qui c'est pour ça qu'il n'y a pas de règlement dans la série pour ça, parce qu'on n'en voit pas nécessairement un avantage. C'est vraiment au goût du pilote, là, tu sais, de voir qu'est-ce que lui préfère. Moi, c'est sûr que si j'avais la chance de monter la voiture, je pense que je voudrais être assis au milieu. Je sais pas pour toi, François. Je sais que tu es habitué de courir plus assis d'un côté que de l'autre, là, mais je sais pas. Tout ça pour dire, aujourd'hui, on parle pas juste du Grand Prix de Trois-Rivières. Bien sûr, on aurait fait un petit Non. bloc avec JC. On voulait quand même féliciter sa belle performance, mais aussi un qu'on va être sur le point de féliciter pour un retour en Formule 1. C'est Valtteri Bottas, parce que le F1 Podcast est en mesure de vous annoncer que il y a une entente contractuelle qui est faite entre Cadillac F1 et Valtteri Bottas. Il reste juste à mettre les bonnes signatures au bon endroit puis de faire l'annonce officielle. Mais le premier pilote de l'écurie pour l'instant, c'est Bottas. Est-ce que, entre-temps, d'ici l'annonce qui est prévue aux alentours de la semaine prochaine, est-ce qu'on va être capable d'en avoir un deuxième puis de présenter les deux du même coup? Est-ce qu'on va décider de faire une bonne recette marketing puis d'étirer les nouvelles pour qu'on parle de nous ben, plus longtemps? Disons, si on regarde un premier pilote qui est présenté en fin de semaine prochaine, puis après ça, on attend peut-être à Austin, au Texas, avec une population hispanophone quand même assez imposante pour aller justement nommer Perez, prendre un peu de capital médiatique pendant qu'on va être aux États-Unis. Ça reste à voir si c'est une stratégie qu'on va opter. Mais pour l'instant, il y a une chose qui est faite, c'est que Bottas est là. Je vais commencer avec toi, François. Comment tu as réagi à cette nouvelle-là, même si ça fait longtemps qu'on en parle, là, même Ouais. je pense qu'on en a parlé plus qu'il fallait en parler. Mais finalement, là, on a enfin du concret. C'est le premier pilote. Es-tu surpris que c'est lui qui est annoncé en premier ou pour toi, ça n'a pas d'importance? C'est un bon pilote, puis that's it, ça le Ben, suit. surpris, non, parce que, tu sais, son nom a toujours été sur les lèvres. C'est sûr que euh, tu sais, vu que ça a été affiché sur la page, j'ai pris le temps de lire les commentaires de tout le monde. Puis ça fait quand même longtemps qu'on en parle. Et pour ce qui est de Bottas, ben, ça reste un pilote d'expérience qui, aux yeux du public F1 en général, n'est pas brûlé. Mhm. Tu sais, il a pas on va dire ça en anglais, on dit son stock, mais sa valeur est quand même haute. Tu sais, par rapport, par exemple, à un Ricardo, parce que si on prend tous les Oui. pilotes d'expérience disponibles, ben, tu sais, on a Bottas, exemple, Ricardo, Perez, bien sûr, et mettons, on parlait de Guan Yu Zhou, on aurait pu parler de Mick Schumacher aussi, tu sais, il y a ces noms-là qui revenaient, mais dans tout ce bassin de pilotes-là qui n'est pas très gros, tu sais, on parlait même de Vettel à un moment donné, là, Mhm. mais là, il faut être réaliste un peu. Donc, Bottas, qui est toujours là, encore à côté de Toto Wolff à toutes les courses, il s'entraîne, il se prépare à ça, donc je crois que c'est le pilote d'expérience le plus
le plus apte ou peut-être le plus solide, là, et que sa réputation n'est vraiment pas ternie, quoique celle de Perez a redoré son blason, là, mais Bottas semblait être le premier choix logique pour un pilote d'expérience. Donc, non, je suis vraiment pas surpris de ça. J'avais hâte qu'on annonce quelqu'un. Maintenant, j'ai hâte de voir qui sera le deuxième, bien entendu. Est-ce qu'on va y aller avec la jeunesse? Est-ce qu'on va y aller avec l'expérience encore? Et puis, ben, on a vu aussi notre collaborateur Simon Bachat qui, lui, il aurait aimé un peu plus on va dire, d'originalité dans les pilotes. Mais Simon, on peut pas l'avoir, Jacques Villeneuve, désolé, là, il est trop tard. Mais c'est sûr que, tu sais, je comprends que il y en a qui auraient peut-être voulu avoir des jeunes, mais pour une équipe comme Cadillac, qui est nouvelle, c'est sûr qu'il faut miser sur quelqu'un qui a de l'expérience d'une écurie d'usine et qui est un pilote qui peut apporter, là, on va dire, son grain de sel là, à l'évolution d'une voiture. Donc, Bottas, selon toute vraisemblance, semble le choix le plus logique a priori. Moi, je partage l'opinion de Simon. Tu sais, je comprends ce que Simon Mhm. Oui, Bachand oui. veut mentionner en disant plus de créativité, sauf que on a beau brasser les cartes, puis on l'a fait, là. Dieu sait qu'on l'a Mhm. fait au F1 Podcast, brasser les cartes sur qui tu prends, qui peut aller dans cette écurie-là. Puis à toutes les fois qu'on on a beau brasser le jeu, on en revenait toujours aux mêmes options. Ça revient toujours Mhm. à tu prends si tu veux pas aller pour la jeunesse. Puis la raison pourquoi qu'on va pas pour la jeunesse, je leur explique pour les auditeurs qui ne sont pas avec nous d'habitude ou qui ont peut-être manqué les autres épisodes, c'est que tu as besoin de créer une certaine stabilité. Tu vas avoir Mhm. l'heure juste sur ta voiture. Puis ça, c'est une réalité en F1 que tu as, même quand tu n'es pas une nouvelle écurie. Mais j'ai envie de dire que c'est encore plus vrai lorsque t'as pas de référence, t'as Mhm. rien d'autre. Donc, t'as besoin, t'es aussi bon qu'à ta première séance d'essai libre, puis après ça, à ta deuxième, puis à ta troisième, puis tu te bâtis là-dessus. Si t'as des pilotes, des jeunes qui sont là pour faire de l'apprentissage en même temps, ben ça vient fausser ta donnée, ça fausse ta lecture, puis après ça, tu sais pas ce que t'as. Je donne l'exemple. Tu rentres un gars comme Drogovic, qui est un champion de Mhm. F2000, de F2 plutôt, qui est un bon pilote, puis tout ça, tu l'embarques, mais il prend l'expérience. Le temps qu'il mette la voiture à sa main ou qu'il apprivoise une F1, mais pendant ce temps-là, tu sais pas si c'est ma voiture qui est pas correcte ou si c'est lui. Puis j'ai envie de dire que ça pourrait faire la même le même scénario avec des gars d'expérience comme Bottas et Perez. Parce que Perez n'a pas eu des grands moments en F1 dans les dernières années. On me rappelle souvent 2021 qui est impressionnant, mais on est en 2025. L'année prochaine, on sera en 2026. Donc, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait des grandes choses. Oui, il a gagné des courses par-ci par-là, mais toujours sur les mêmes circuits qui nous en a habitués. Sinon, il y avait des longs moments sombres là, dans sa saison. Mais il arrive là, il est dernier avec Cadillac, sa première course. C'est-tu la voiture ou c'est Perez? C'est pas évident. Sauf qu'au moins, tu as le côté expérience que tu peux miser. Ton côté, Kevin, le fait que Valtteri Bottas est nommé le premier, il y avait tellement de monde qui disait que Perez allait être annoncé pratiquement quand les vacances allaient commencer. J'avais fait une joke avec ça. C'est comme une partie de toucher-couler. Là. À force de lancer des dates, le monde va finir par avoir le candidat. Mais finalement, c'est Bottas qui est le premier, là, qui a comme devancé Perez au fil d'arrivée. Ben écoute, Martin, moi je te dirais que à titre personnel, je suis un petit peu plus content euh, à titre personnel d'avoir Bottas que Perez. OK? Euh, Pourtant, Bottas, Perez et Bottas, c'est deux pilotes d'expérience, on le sait tous. Mais je trouve que Bottas a peut-être un meilleur je dirais peut-être plus un meilleur feedback, un meilleur retour technique. Mhm. Bon, Perez a beaucoup d'expérience aussi, ça, c'est pas un problème du tout. Mais on a souvent entendu des critiques des gens, des ingénieurs qui disait que le retour technique de Valtteri Bottas était très bon, que ce soit chez Williams au début de sa carrière, que ce soit chez Mercedes aux côtés de Lewis Hamilton, que ce soit du passage Alfa Romeo, Stack Sauber, Bottas avait une très bonne communication, il avait une bonne éthique de travail. C'est un pilote qui est fier. C'est un pilote, oui, qui sait être rapide. Ça, c'est important aussi parce que là, on arrive dans une nouvelle écurie. On va chercher à s'établir sur la grille. Et en qualification, Bottas, on le sait, c'est l'une de ses forces en course. On sait que c'est un petit peu plus difficile par moment, là, mais en qualification, Bottas, il est capable de nous en sortir des bonnes. Donc, pour moi, je trouve que Bottas, c'était la bonne option de prendre un vétéran. On voulait un vétéran, on regardait le marché, comme François a dit, on regardait les noms, qui avait le plus de bon sens à aller chercher. Pour moi, c'est Valtteri Bottas, puis je trouve que c'est un bon choix de la part de Cadillac. Valtteri Bottas, là, quand on regarde, tu sais, des fois, quand je dis 2021, c'était loin pour Perez. Les derniers bons moments en F1 là, de Valtteri, bien sûr, c'était chez Mercedes 2017 à 2021, mais quand même un gars qui a réussi à saisir des opportunités plus que Sergio Perez. 10 Mhm. victoires, 20 pole positions, ça en dit gros. Là. Ça, t'as pas ça dans le cas du pilote mexicain. Mhm. Puis quand même 58 podiums. Donc c'est un gars qui est étiqueté
numéro 2, parce que c'est ce que là où je voulais en venir, c'est que Cadillac, Mhm. si on décide d'aller vers un duo Perez-Bottas, êtes-vous d'accord avec moi que c'est un duo de numéro 2? Mhm. Ils ont été reconnus pendant longtemps comme ça, sauf que je trouve que ces statistiques à Bottas, je vois dans le côté que tu vas, Kevin, dans le même sens, c'est plus valorisant, c'est plus quelque chose que tu viens chercher quand tu vois ça. Je les ai souvent fait les comparaisons, moi, entre Perez et Bottas, parce que pour moi, il était en compétition lorsqu'on se disputait le titre constructeur du côté des flèches d'argent Mercedes et Red Bull. C'était la bataille des numéros 2. Je pense encore qu'en 2021, si Perez avait été supérieur à Bottas à quelques petits moments dans la saison, ben le championnat constructeur de 2021 aurait probablement été remporté par Red Bull aussi. C'est probablement là, mais c'est sûr qu'il s'est réparé avec la dernière course à Abu Dhabi. Il a fait des rendus de fiers services à l'écurie, puis on lui a jamais reproché d'avoir coûté le titre constructeur, mais s'il avait réussi à avoir le dessus sur Bottas, c'était son objectif. Lui, il fallait qu'il batte le pilote numéro 2 de Mercedes. Mais j'ai toujours fait la comparaison que le plus gros défaut de Perez, c'est le samedi. C'est la plus grande force de Bottas. Le plus grand défaut de Valtteri Bottas, pour moi, c'est en course. Même s'il y en a quand même 10 victoires, je trouve qu'il manque de chien. Défendre une position ou aller en saisir une, je trouve que c'est pas aussi naturel. Puis ça, c'est le côté fort de Perez, aller jusqu'à ses derniers moments en F1. Normalement, c'est là que Sergio était capable d'aller, que ça soit payant, c'est de faire des gros rattrapages dans des courses. On l'appelait le gouverneur de la défense, là, ou le gouverneur général de la Le, défense. En tout cas, le Le ministre de la ministre de la le Défense. Défense, ministre de ouais. la Défense, c'est ça. C'est ça. J'ai donné une promotion pendant qu'il était pas Ouais. là. Ouais. Mais c'est ça. Le ministre de la Défense, à cause de ça, j'étais capable de défendre ses positions. Lui, c'est en Mhm. course. Fait que je trouve que si on va vraiment dans ce duo-là, oui, c'est un duo de numéro 2, mais c'est un bon ballon pour avoir une bonne lecture le samedi puis une bonne lecture le dimanche. Es-tu d'accord avec ça, François? Mhm. Oui, oui, c'est certain, là. Donc, je dirais que dans cette optique-là, le choix était logique, puis on en est là. C'est ça. De toute façon, on revient toujours à sont où les autres options. Tu sais, je comprends qu'on Ouais, attendait peut-être, on l'a déjà mentionné, là, un George Russell qui tombe d'une grosse crise, une chicane chez Mercedes, puis finalement, il dit, je m'en vais là. On tendait peut-être l'oreille du côté de Cadillac, on a le droit de rêver, mais les chances de mettre la main sur un pilote, puis on a le temps de se reprendre. Puis c'est là que je vais en venir un peu avec le deuxième sujet, c'est que oui, c'est toujours pas réglé du côté de Mercedes, autant du côté de Russell qu'Antonelli. On se rappelle que Toto Wolff avait dit mes pilotes vont partir en vacances la tête tranquille. Est-ce que ils sont partis la tête tranquille? Est-ce qu'ils ont un papier puis ils savent qu'en revenant, il va falloir juste mettre une signature en bas? Est-ce que c'est déjà réglé? On sait que George Russell a dit ben moi, ça me tente pas de négocier des contrats pendant mes vacances, je m'en vais en vacances, je veux prendre ça. Tu sais, je veux rien signer pendant ces vacances-là. Est-ce que c'était sa façon à George en voulant dire, ben, tu m'as fait attendre, maintenant tu n'as plus d'options, c'est toi qui vas attendre? Est-ce qu'il y a encore une bataille de négociation derrière les coulisses? Je pense qu'il y en a une. Quand il y a de ça serait l'argent la durée, je crois. la durée, Mhm. c'est ça. Quand il y a Ouais, de l'argent impliqué, puis moi là, être dans le clan Russell, je ferais exactement ça aussi, de dire, tu le sais que ton patron veut te remplacer aussitôt qu'il y a l'opportunité, aussitôt que le bon téléphone sonne, tu vas être remplacé. Donc pourquoi pas aller te chercher un peu de sécurité d'emploi puis du long terme. On est encore là, du moins ça c'est pas réglé ce contrat-là. Mais où est-ce que ces deux contrats-là, mais où est-ce que je voulais en venir avant qu'on continue un peu avec le marché, c'est j'avais demandé à Kevin il y a de ça quelques semaines, mais en début de saison que ce serait le fun de préparer pour le bilan de mi-saison un bloc de Formule 2. Parler un peu de la F2, de Mhm. qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les jeunes, c'est quoi qui arrive. Oui, le marché n'est pas aussi ouvert cette saison, puis probablement que les pilotes qui sont en Formule 2 ne vont pas se trouver un volant en F1 l'année prochaine, mais c'est quand même le fun de jeter un petit coup d'œil, de voir c'est quoi qui se passe, c'est quoi qu'il y a là. Puis Kevin nous a préparé quelque chose d'intéressant sur un top, là, les top espoirs présentement en Formule 2 depuis le début de la saison. Vas-y, Kevin, mais qu'est-ce que tu as préparé pour nous là-dessus? Merci Martin. Écoute, j'ai 5 pilotes qui ont marqué mon attention en cette saison 2025 qui pourraient, sait-on jamais, accéder à la F1 dans un futur proche ou à moyen terme. Donc, j'en ai nommé 5. En premier, on a Leonardo Fornaroli. Leonardo Fornaroli, c'est un Italien, pilote recru en F2, champion de F3 2024, pilote très régulier dans le championnat. Il sait se démarquer par une belle constance. Il ne commet pas beaucoup d'erreurs. Il n'a que 20 ans. Ça, OK, il a 20 ans. Il a dans l'âge des jeunes pilotes de la Formule 1, oui, c'est ça. Et c'est très agressif, c'est rapide en qualification. Ça, c'est bon. 2 victoires en sprint et une victoire en course principale. C'est lui le meneur au championnat avec 154 points. Fornaroli, je trouve que c'est une approche qui est très professionnelle. Il y a une bonne gestion pneumatique. C'est pas négligeable en sport automobile. Tout le monde le sait. C'est un pilote qui est très méticuleux, qui laisse rien au hasard et son écurie Invicta Racing l'a évidemment bien remarqué. Le seul petit bémol, Martin, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'est pas membre d'une filière
d'une écurie de Mhm. Formule 1. C'est pas impossible que ça arrive prochainement, mais sait-on jamais s'il y a une écurie qui peut se montrer intéressée à le recruter, c'est peut-être pas impossible. Mais Le ça, c'est. deuxième nom que j'ai noté, Excuse-moi, Kevin, oui, c'est vas-y. bizarre. C'est bizarre. Tu me dis, le gars, il est champion de F3. Ouais, Mhm. OK? Là, il est rendu en F2. Mhm. ouais, Il meneur au championnat, puis il n'y a personne qui a signé ce gars-là. non, Il y a un- C'est quand même curieux, mais C'est bon. ça, je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie, là. Ben, en tout cas, il a besoin d'un nouvel agent, ça, c'est la première chose. Puis il a besoin d'être peut-être un peu plus gentil, parce que je sais pas. Je veux pas lui donner des mauvaises réputations, je le connais pas, mais je comprends pas. Je sais pas qu'est-ce que non, ça moi prend de non plus. plus, là. En tout cas, mais Moi non plus, vas-y. Ouais. j'ai regardé beaucoup, puis j'ai pas trouvé aucune affiliation avec une filière, malheureusement, pour Fornaroli, mais sait-on jamais, peut-être qu'il y a une opportunité qui va se dénicher Ouais, c'est dans un sûr. futur proche. On ne Ah sait ouais. jamais. Tu sais, Ah on ouais, sait Mhm. jamais. c'est sûr. Deuxième nom, Richard Verschoor. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Ouais. C'est un pilote néerlandais, vétéran de la F2. Il entame sa cinquième et dernière saison dans la discipline, ça, il faut le mentionner. Il 5 a ans. démontré sa capacité. Oui, 5 ans, ça C'est commence à beaucoup. être long. Ça fait du Oui, Latifi longtemps, ça. oui, exact. C'est ça. Il a démontré sa capacité, là, je te dirais, à adapter sa conduite à différentes configurations de voiture et conditions de piste, puis à tirer je pourrais dire, le meilleur parti des performances de la voiture, notamment en fin de course, où il excelle souvent. Sans être membre d'une filière, lui aussi, il est probablement déjà trop tard pour accéder à la F1 dû à son âge, car il a déjà 24 ans. C'est quand même un des top pilotes dans la série, mais je crois que malheureusement pour lui, comme on dit, le train est passé. Le train est Le passé, terme, malheureusement. dans d'autres sports, on appelle ça des late dans ce temps-là, quand ils sont à cet âge-là. Fait que lui, c'est tout un late. 5 ans, ouais, 5 ans, c'est comme c'est ça. Ça commence à être tard. Moi, je lui Sinon, un autre prédis une pilote, belle carrière en voiture de sport et d'endurance. ouais, ou en Formule 1, peut-être. Ah oui, tout à Sait-on fait. jamais. Oui, c'est le même giron. Sinon, ensuite, un autre pilote, Martin, on a déjà prononcé le nom, Jack Crawford. Mhm. Jack Crawford, pilote américain qui sait se montrer intraitable dans des bons jours. Mais parfois, il va connaître des week-ends anonymes. Ça lui coûte cher dans le championnat. C'est par contre un pilote qui a un rythme de course très intéressant et il se démarque bien en course sur piste détrempée. Très important. On le sait, on remarque souvent les bons jeunes pilotes sur piste détrempée. Il y a aussi un pilote junior. Et là, ça, c'est le premier pilote junior de l'écurie Aston Martin. Bien qu'il n'est pas forcément le favori pour être pilote chez les Verts dans un avenir rapproché, peut-être qu'une certaine écurie américaine serait intéressée à titulariser un jeune pilote américain. S'il possède assez de points de super licence, il est actuellement deuxième du championnat, Jack Crawford. Par la suite, Alex Doon. Très Mhm. intéressant. Alex Doon, pilote irlandais, Ah pilote oui. recrue, très étonnant par ses manœuvres de dépassement incisives. Ça, c'est ce qui m'a marqué, Martin et François, dans les courses que je regarde. Très, très, très incisif dans ses manœuvres de dépassement. Très régulier. Il a réalisé, il était en Autriche à bord d'une McLaren en EL1. Quel chrono il a Ouais. signé? Quatrième. Quatrième, c'est ça. Il Ouais, était je me rappelle de ça. juste Ouais. derrière Ouais, C'était pas à 4 dixièmes, me Piastri. semble, de Ouais, différence, à de 4 dixièmes de Piastri. Piastri très ou quelque près. chose comme ça. Ouais. Ah ouais, c'était incroyable. Ça, il avait volé du spectacle, là. Personne ne Ben, s'attendait à ça un matin. ben là, c'est ça. Puis c'est ça, c'est Doom, c'est rapidement bien intégré à la F2. Et ça c'est quand même assez intéressant aussi parce qu'il atomise, vraiment, là, il atomise son coéquipier, Amaury Cordel, pour ne pas le nommer. C'est pas un très grand pilote, mais malheureusement, c'est comme ça. Ouais. Il n'en est J'aime pas à ton sa expression première année. atomise. Oui, exactement. Il a joué de malchance. Il a commis des erreurs à quelques occasions. Il a été disqualifié aussi. Bon, malheureusement, c'est des choses qui arrivent dans le métier, mais demeure un candidat au titre cette saison. Il est cinquième du championnat en date d'aujourd'hui. Est-ce qu'il aura sa chance en F1 avec une autre écurie, vu que McLaren a déjà ses pilotes? Ça reste à voir. Un autre pilote que j'ai trouvé très intéressant, Luke Browning, membre de la Mhm. filière des jeunes pilotes Williams, pilote britannique. Il sait être excellent sous la pluie. Il est capable de performer rapidement d'entrée de jeu face à des pilotes plus expérimentés que lui. Ça aussi, c'est bon. On arrive dans une nouvelle catégorie. On réussit à sortir les coudes face à des vétérans. On montre qu'on a notre place. Parfait, ça, c'est bon. Donc, voilà, Williams est complet à F1 pour le moment, mais advenant un départ de Albon ou de Sainz, Mhm. peut-être que Browning pourrait être promu s'il a assez de points sur sa super licence, sait-on jamais. Donc, lui, il est quatrième du championnat en ce moment. Puis, on pourrait peut-être rajouter un certain Arvid Ben Lindblad, oui. Oui. qu'on a déjà entendu parler, hein, La Martin vedette. François, qui est La membre, Ben vedette. oui. ben oui, qui est membre de la filière des jeunes pilotes Red Bull. Il a l'exemption pour sa super licence quand il n'a que 17 ans.
Oui. Ben là, il y a eu 18, Oui, je pense qu'il y a fait une couple de Récemment jours, là. ou récemment, ouais, c'est ça. aujourd'hui, je sais pas. C'est ça, une couple de jours, Tout, mais tout près. t'as raison, il y avait eu l'exemption, fait que ça montre Ouais. dans ce temps-là que tu es un talent générationnel, là. Normalement, ça parle pour eux-mêmes quand tu as réussi à voir ça. Écoute, la raison pourquoi on a fait le lien, mais toi, tu le sais, Kevin, je voulais l'expliquer aux auditeurs de la F2, ben, c'est à cause du marché des pilotes autonomes, parce que oui, on le dit, ils vont probablement pas se sécuriser un poste l'an prochain, à moins d'une surprise, sauf qu'il y en a qui pourraient être tentés de changer leur allégeance, parce que tu sais, on donne l'exemple, Jack Doohan, il y a quelques saisons, était un pilote Red Bull. A trouvé que, des fois, lorsqu'on regarde la pelouse semble plus verte ailleurs, là, chez le Mhm. voisin, ben là, il s'est dit, ah, ben, je vais aller chez Alpine parce que j'ai plus de chances de monter. C'est ce qu'on a fait le calcul, de dire que le chemin semblait plus ouvert du côté d'Alpine. On s'est pas trompé. Je t'attends qu'il arrive un blocage Franco Mhm. Colapinto qui est venu un peu gâcher les débuts de Dwayne Heifer, mais c'est pour ça qu'on regarde ça, parce que là, tu as attiré l'attention justement, un gars comme Jack Crawford. Si moi je suis l'agent de Crawford, je pense pas que je lui donne le conseil de dire ah non, reste chez Aston Martin, parce que c'est ça que tu me dis, là, l'allégeance de Crawford, c'est avec Aston Martin. Je pense pas que ce serait le meilleur conseil de dire oh, reste dans cette famille-là, ils vont te faire progresser, tu vas pouvoir monter quand il y a un gars Mhm. comme Dragovic, que je fais souvent la joke qui a de la poussière Mhm. à sa tête, tellement que ça fait longtemps qu'il n'a rien fait. Mais c'est un peu Mhm. ça, là. Moi, si j'étais l'agent de Crawford, je voudrais l'aligner vers un projet comme Cadillac où Tout à justement fait. t'es américain, puis t'as probablement la chance de te développer comme pilote de réserve dès l'année prochaine. Puis à date, les embauches, c'est pas des gars qui ont beaucoup d'avenir devant eux autres. Je veux pas dire qu'à 35 ans, on est vieux, parce qu'on veut pas faire de l'âgisme, hein, François, Non, mais jamais de la vie. jamais de la vie, mais quand même, on le voit, les performances, c'est différent pour tout le monde, mais rendu à 35 ans, normalement, il t'en reste moins qu'il t'en restait, surtout quand t'es pas un pilote qui est septuple champion du monde ou un double champion comme Fernando Alonso. Donc, pour moi, Crawford, je l'enlignerais du côté de Cadillac si j'avais une chance là, de le voir. Est-ce qu'il y a d'autres, envoyez-vous d'autres qui pourraient changer de place ou pourraient être intéressants pour d'autres écuries, justement, comme, tu sais, si tu regardes Kevin, un gars comme Dune, Alpine pourrait être tenté d'aller le chercher parce que lui non plus, là, son avenir chez McLaren, il n'y en a pas, là. Non, c'est ça. Ben, écoute, Alex Doon, pourquoi pas? Peut-être que McLaren pourrait aller le prêter, comme on dit, faire Mhm. un prêt à Mhm. Alpine. Donc, c'est pas impossible parce qu'on regarde les résultats que réalise ton cher Franco Colapinto, Martin. Ouais, ça va pas bien. Malheureusement, c'est pas exceptionnel. Tu sais. Non, Donc, non. moi, je pense que ça peut être une option. Et tu as parlé de Drugovich, Martin. Ça peut être quand même une certaine option là, pour Cadillac. Là. On sait que le Ouais. marché brésilien est quand même assez bon. Drugovich veut rentrer en Formule 1. Il a le désir, c'est normal. Tous les jeunes pilotes l'ont. Est-ce que cette porte-là pourra s'ouvrir dans son cas à lui? Ça reste à voir. Il y a beaucoup de compétition. Ça, on sait, il y a beaucoup de compétition avec les jeunes et même d'autres vétérans, comme on a mentionné avec Perez, etc. Donc, ça va être très intéressant à suivre. Moi, personnellement, je souhaite que ce soit un jeune pilote aux côtés de Bottas. Ah, ok, toi, t'as encore espoir, toi, que ça sera pas Perez, J'espère. admettons. Ouais, J'espère. ouais. J'ai le même espoir que Kevin à cet égard-là, moi aussi. Hmm. Ouais, écoutez, moi, je dis pas que c'est pas la meilleure option. C'est juste que je comprends l'idée de vouloir débuter une saison avec deux vétérans, débuter une Mhm. saison ou débuter un séjour en Formule 1. Tu sais, tu regardes Audi, on a fait le bon choix d'emmener Bortoletto dans la saison de transition parce que l'année prochaine, on peut vraiment construire avec deux pilotes. Je mets d'expérience, je mets les guillemets à la François que vous voyez pas, là, mais Avec de l'expérience. avec de l'expérience. D'expérience et avec de C'est ça, l'expérience. exactement. Mais je trouve que cette année-là va quand même porter fruit, qu'on n'arrive pas avec Ouais. Bortolotto la première saison avec Audi, puis on n'a pas, il n'y a pas ses repères encore. C'est pour ça qu'il y a de la misère à croire que du côté de Cadillac, on a tellement parlé qu'on voulait des vétérans, qu'on voulait développer. Puis, tu sais, on parle souvent là, dans le temps, on dit là, c'est un boys club, là, la F1, là, c'est qui tu Mhm. connais, puis c'est comme ça Ouais. dans plusieurs domaines. Mais Graham Loudon, qui est le directeur de l'écurie, ce qu'on entend, c'est que la raison pourquoi que lui optait beaucoup pour Bottas, c'était son choix numéro un, c'est qu'il le connaissait bien puisqu'il le fréquentait à cause que son client à Graham Loudon, c'est Guan Yu Zhou, qui a été chez Alfa Mhm. Romeo aux côtés de Mhm. Bottas et chez Stack aussi. Donc, par l'entremise de ça, là, parce que je veux pas quand t'es agent d'un pilote, mais t'es souvent dans les paddocks, puis tu croises, puis celui qui était le plus près de lui, c'était Bottas qui croisait souvent, puis il disait que son éthique de travail, sa façon, justement, tous les Mhm. bons côtés qui ont été énumérés par François et Kevin tantôt, là, par vous deux, ben, c'est les côtés que Loudon a vus. Donc, si on regarde dans ce même sens-là, est-ce qu'il va vouloir poursuivre
à aller chercher des pilotes qu'il connaît. Tu sais, on peut pas le blâmer, puis c'est un peu comme ça qu'on fonctionne en F1. Est-ce que Dragovic peut tomber dans ces pilotes-là ou il va vouloir plutôt rester dans une zone de confort, d'avoir des gars d'expérience en qui il peut aller chercher justement un certain. Tu sais, Guan Yu Zhou, je pense qu'il faut pas l'enlever de l'équation, même si ça serait pas un de mes Mhm. candidats. Puis je pense que Loudon va vouloir peut-être se dissocier le fait qu'il est quand même son agent, mais tu as quand même beaucoup de poids à l'intérieur d'une écurie. Tu as quand même été confié le rôle de directeur. Donc, est-ce que vous pensez qu'il pourrait faire passer ça au conseil? Puis c'est pour ça qu'on n'a pas signé le deuxième pilote. Puis pour l'instant, c'est encore Joe qui tournerait qui pourrait revenir dans les discussions. Ben, personnellement, je sais pas à quel point c'est lui qui a on va dire, le gros bout du bâton qui fait la pluie et le beau temps, parce que ça reste une écurie d'une grosse corporation, là, Ouais. tu sais, Chevrolet en tant que tel, ou General Motors, excuse. Donc, est-ce que il y a quelqu'un en arrière qui demande un certain pedigree de pilote? Ou ben non, ils ont carte blanche, ou là on donne une carte blanche, ou les grands bons de Cadillac ont carte blanche pour choisir le pilote qu'ils veulent. En même temps, ça a été long l'annonce de Bottas, mais Ouais. ils peuvent encore attendre un peu pour voir un peu ce que Crawford peut faire parce que c'est le pilote américain, je crois, en ce moment qui, on va dire en termes de jeune pilote américain qui vient de l'extérieur, qui a le plus de chances et ou de potentiel d'entrer là. Euh, Écoute, rendu là, on le sait vraiment pas ce qui va arriver, mais je ne serai pas scotché si c'est un Perez qui vient. Je vais être beaucoup plus scotché si c'est un Joux ou un Schumacher. Puis je ne serai Non. pas scotché si c'est un Crawford Un qui vient. Schumacher, pour moi, on enlève ça de l'équation. Non, c'est ça, là, je serais scotché si c'est Parce que là, possible. je comprends que tu sais, on vient souvent avec le rôle des agents. C'est normal que tu veux faire rouler le nom. Là. Tu sais, tu veux faire Mhm. marcher le nom de ton client. Fait que c'est ce qu'on fait du côté de Schumacher. Je pense qu'il n'a jamais été en considération de ça. Pas C'est pas. sérieusement. Non, pas sérieusement. Ce qu'on recherche. Justement, on dit qu'on recherche une constance, mais on recherche aussi pas d'accident. C'est Ouais, catastrophique. Ouais. ça coûte cher. Quand tu veux développer, ta première saison, t'envoies ta voiture, premier Grand Prix, il te la détruit, il te la Là, pendant ce temps-là, tu recueilles pas d'informations. C'est vraiment ce qu'on va vouloir se tenir le plus loin. C'est pour ça qu'on évite les. Pour moi, c'est vraiment Bottas. C'est Perez qui est signé. C'est juste que Perez, il a pas l'air facile des négociations. Il apporte beaucoup d'argent. Mais je Ouais. pense que à côté de ça, ça implique qu'il prend beaucoup de pouvoir décisionnel puis il demande des choses parce que il n'y a pas si longtemps que ça, là, rappelez-vous, là, du côté de Lawrence Stroll, on a décidé que Perez, ça faisait pas l'affaire ou que c'est lui qui est copait parce qu'on avait la chance d'avoir un quadruple champion du monde comme Sébastien Vettel qui s'emmenait dans notre écurie pour les débuts d'Aston Martin puis tout ça. Ben, on a décidé de dire à Perez, c'est beau, tu t'en vas dans un monde normal, probablement que c'est Perez qui a regardé son baquet ou son volant à comparer de Stroll, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne en réalité. Donc, il avait décidé de renvoyer Perez, mais il n'y a aucun autre écurie qui avait levé la main pour prendre Perez. Mhm. Puis le monde qui me dit ah ben c'est un pilote payant, tout le monde le veut. Il était payant à ce moment-là, il était probablement en plus parce qu'il était quand même, il perdait il perdait son emploi, c'était un peu injustifié. Tout le monde était d'accord qu'il pouvait rester en F1. Il venait de gagner sa toute première course. Il y avait beaucoup de, tu sais, la valeur là, son stock là, comme on disait Mhm. tantôt était, Ouais. était haut, mais pourtant personne ne levait la main. C'est Red Bull qui l'a pris. Oui, c'était la meilleure option pour lui, mais il n'y en avait pas d'autres. Là. Haas a fait non, on peut pas l'avoir, même si j'ai déjà entendu. Gunther Steiner dire ah, j'ai déjà voulu avoir Perez et Bottas, mais j'ai jamais été capable de m'entendre avec eux parce qu'ils demandent trop cher. C'est lui-même qui avait dit ça. Mais Mhm. c'est peut-être pour ça que ça prend un peu plus de temps. Mais moi, pour moi, on va avoir le bon vieux duo de vétérans. Là. Tu l'as dit tantôt, François, on oublie Ricardo, puis on oublie ces choses-là. Mhm. Mais quand même, de voir pourquoi c'est pas fait encore ou qu'est-ce qui reste à signer pour cette négociation-là, ou est-ce que c'est des tests physiques aussi. Parce qu'entendre parler Pato Howard, l'autre pilote mexicain, qu'on Ouais, aimerait bien voir en Formule 1, tout à fait. mentionnait lui que Perez s'entraîne beaucoup puis il a comme fait un clin d'œil en disant qu'il s'entraînerait pas s'il y avait pas un contrôle ou quelque chose au bout de la ligne en voulant dire que c'est peut-être pas le gars qui est le plus dans le gym pour rien là, pour le fun là, tu sais, en tout cas tout ça pour dire que c'est pas réglé, ça reste à voir, il reste un pilote d'ici la semaine prochaine, peut-être qu'on va décider d'y aller ou d'étirer ça comme je le mentionnais, aller jusqu'au Grand Prix de Austin, qui serait peut-être une belle logique là, pour refaire l'annonce le même week-end qu'on est au Texas avec la F1 aux États-Unis pour Cadillac, puis tout ça pour le lancement en même temps. Donc, pour cette deuxième partie de l'épisode, j'ai décidé de passer à notre volet d'accord, pas d'accord. C'est assez simple. On parle des différents sujets d'actualité. Puis après ça, ben, je vais d'un énoncé. Puis après ça, je vous demande si vous êtes d'accord avec ça
ou vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes rendu habitué, ça fait une couple de fois qu'on le Y fait a-tu des déjà. points? Ça Là, semble, c'est donc question quiz, genre bienvenue à d'accord, c'est pas ça. d'accord. Un quiz Qui va F1 podcast. activer Ouais. son bouton avant? Puis il y a Bip. toujours un Ouais. bouton qui marche pas. Puis ça donne l'excuse à quelqu'un de dire, ah, moi, c'est le bouton qui marche pas, j'avais toutes les bonnes réponses. Non, il n'y a pas de mauvaise, il n'y a pas de bonne réponse. C'est simplement des opinions. Puis Yeah. ça nous laisse traiter un peu de l'actualité. Des fois, je prends des commentaires des auditeurs, puis je vous demande, vous êtes d'accord avec ça, vous ne l'êtes pas. Des fois, je dois chercher ça un peu partout. Des fois, ça vient de moi-même. Mais pour débuter, c'est un sujet que ça a attiré beaucoup l'attention depuis que dans l'épisode, ça fait certains épisodes qu'on l'emmène, mais le retour sur le Grand Prix d'Hongrie, j'étais pas très content après les ingénieurs chez McLaren, le fait de Tom Stollard, puis après ça, quand on regarde du côté de Will Joseph, qui semble donner, je trouve, un meilleur service à Lando Norris, puis là, tout ça découle de la fameuse règle orange papaye. Puis moi, je me suis prononcé là-dessus. Je trouve que cette règle-là, autant que certains vont la vanter, la valoriser, nous dire que ah, c'est incroyable, vont encenser McLaren en disant bravo de nous donner un spectacle avec cette règle-là. Moi, je regarde ça, je dis, où le spectacle qu'on a à cause de cette règle orange papaye-là? Moi, je trouve que ça fait l'effet contraire. C'est un peu comme un nuage de fumée qu'on envoie de dire, ah, nous, chez McLaren, on laisse nos pilotes se battre. Vous avez la preuve, on va se battre pour le titre, puis on va les laisser aller. Sauf que on a eu l'exemple il y a quelques semaines, au Grand Prix d'Hongrie, aussitôt que Oscar Piastri se rapproche de Lando Norris, puis qu'on va finalement avoir quelque chose à se mettre sous la dent entre ces deux-là. On a tout de suite l'ingénieur Tom Stollard, l'ingénieur de Oscar Piastri, qui embarque sur le micro pour lui rappeler les règles d'engagement. J'avais fait l'analogie, là, un peu comme à la boxe, avant que le combat commence, de dire les coups c'est là, les coups c'est là. Je vous répète ce que je vous ai dit dans le vestiaire avant, je vous le dis encore. Puis là, ça vient un peu teinter les manœuvres de Piastri, de dire son ADN d'être un fonceur puis de vouloir faire le dépassement. Là, il se doit de faire un dépassement tellement parfait parce que c'est sur son coéquipier que finalement, je perds un peu ses repères puis le dépassement arrive jamais. Pour moi, là, la dernière fois qu'on a vu quelque chose de concret, là, parce qu'on dit souvent, ah, chez McLaren, on se bat, on se dispute le titre. Moi, la dernière fois que j'ai vu quelque chose de concret entre ces deux-là, à moins que je me trompe, c'est à Monza, en 2024, au départ, quand Piastri avait été d'un dépassement incroyable sur Norris, avait été le surprendre. Même Mhm. Norris s'était exclamé des mauvais mots au micro en me disant, tiens, c'était serré. Puis après ça, là, pour les gens qui ont vu la série Drive to Survive, je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, ils aiment pas le côté dramatique et toutes ces choses-là, mais il y a quand même des choses qui sont vraies, des choses qu'on, c'est pas juste la comédie. On a vu, après cet événement-là, Zach Brown était au téléphone, à distance, avec l'écurie McLaren, avec Andrea Stella, puis il lui disait, est-ce que tu as parlé au pilote? Puis là, il dit, oui, oui, je les rencontre tantôt. Puis ils ont eu une rencontre dans un endroit, là, un aire de détente qu'eux autres ont, puis il leur a remis des documents avec les règlements, sur les règles d'engagement, sur comment deux pilotes McLaren ont le droit de se battre. Moi, là, c'est un long détour que j'ai pris, parce que je voulais donner mon opinion Mhm. là-dessus, mais êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec le fait que la règle orange papaye, pour l'instant, nuit au spectacle, plus que ça l'est? De ton côté, Hmm. François. OK, on commence par moi. Ouais. Euh, ben, je trouve pas que ça nuit au spectacle. Moi, c'est que les règles d'engagement, on les connaît pas tous, ou tu sais, on les sait pas à perfection. Donc, quelles sont-elles? Est-ce que c'est battez-vous, mais avec respect, puis là, je vais faire une parenthèse, mettons, pas à la Verstappen, très agressif, genre, Mm. OK, ben, c'est je passe ou on se crache les deux. Donc, pour ce qui est de ces règles d'engagement-là, je pense que lorsqu'ils sont arrivés près l'un l'autre, l'ingénieur dit, ben, on se rappelle, OK, juste se rappeler les règles d'engagement parce qu'on s'est rappelé, mettons, qu'au Canada, ben, il y a eu un petit accident, mais bon, c'est une erreur de Norris. Moi, les points comme tu as parlé à Monza, je me rappellerais, c'était à Imola, de mémoire que Norris avait dépassé par l'extérieur Piastri là, vers la fin du Grand Prix, un très beau dépassement. Là. Donc, moi, je suis content qu'on les laisse se battre. Je ne connais pas leurs règles d'engagement sur papier. Mais j'ai l'impression que ce qu'ils veulent, c'est éviter un accident à deux voitures comme on a passé très près d'avoir en Hongrie, là. C'est Mhm. vraiment pas passé loin avec Piastri. Donc, moi je suis- je pense pas que ça nous enlève du spectacle. Je pense juste que c'est peut-être justement le Grand Prix d'Hongrie qui est difficile de dépassement, que le spectacle n'est jamais vraiment. Ben, ça a quand même été une bonne course, mais le spectacle n'était pas super pour les dépassements, surtout pour les deux McLaren. Tu sais, les opportunités étaient peu nombreuses, ou plutôt les opportunités pourraient se présenter
auraient été peu nombreuses. Fait que je pense que sur d'autres circuits, on risque peut-être d'avoir de meilleures bagarres. Fait que je leur donne le bénéfice du doute à cet égard. OK. Ma question, moi, François, avec la réponse Mhm, que tu viens de me donner. mhm, Si on dit que la règle orange papaye, le but de ça, c'est on dit on les laisse se battre. On les laisse faire, bon, pas ce qu'ils veulent, parce que c'est pas la bonne façon de le dire, là, mhm. mais dans le sens, tu comprends ce que je veux dire, c'est qu'on les Ouais, laisse se ouais. battre. Il n'y aura pas de garder vos positions. Exactement. Ouais. C'est ça. Puis à ce moment-là, si on les laisse courir, si on les laisse courser, si on les laisse se battre, les règles d'engagement sont déjà écrites par la FIA. Pourquoi tu en réécris d'autres? Ben, ouais. C'est là que pour moi, je viens de dire, tu les laisses pas vraiment se battre parce que tu ajoutes des règlements parce qu'ils ont des voitures des deux de la même couleur. Parce qu'ils représentent la même écurie, tu imposes d'autres règles. Parce que sinon, pour moi, les laisser se battre, c'est en autant que ça reste dans les règles de l'art. Mais là, on écrit d'autres règlements. Fait que pour moi, on les laisse pas vraiment se battre. C'est plus rigide que si Oscar est un pilote Ferrari et que Lando est un pilote Mercedes. Ou McLaren, on peut rester McLaren, mais s'il était deux différentes écuries. Ben, je pense que le but de McLaren, c'est d'assurer une certaine sécurité pour leur voiture. Mhm. S'ils étaient contre une autre écurie, ça serait peut-être différent. Mais là, on remarque, tu sais, ces règles d'engagement-là risquent d'évoluer au gré des courses, selon les faits de course qui vont arriver. Ou exemple, comme McLaren, on s'entend que McLaren est en train de s'en aller avec le championnat des constructeurs, devrait 200 le. points, là, C'est 200 ça, points. donc C'est un beau coussin, là. il faudrait vraiment qu'il échappe la balle au bon Ouais. pour pas gagner ce championnat-là. Mais bon, il n'y a rien d'impossible. Mais je pense qu'ils vont attendre. Un coup, ils vont être en sécurité encore plus que ça. Peut-être que ça va évaluer un peu plus vers quelque chose une liberté un peu plus grande de ce côté-là. Puis s'il arrive un accident entre les deux pilotes, un vrai accident de course, là, un peu comme on a passé à deux cheveux en Hongrie, pas celui du Canada, parce que là, ça, c'était différent, peut-être que ces règles-là vont se rigidifier un peu. Donc, je pense qu'au gré des courses, on risque d'avoir une évolution là-dedans. Parce que moi, je demande pas la chicane. Non, non. Je trouve que tu sais, j'ai dit le terme, on vient castrer un peu nos pilotes parce que je pense que Oscar Piastri avait plus d'options pour dépasser Norris. C'est juste qu'il fallait tellement qu'il fasse ça avec de la perfection, puis il fallait même pas que ça ait l'air un peu dangereux, parce que sinon il y aurait eu une lettre de réprimande. Moi, je trouve que c'est là que ça me dérange. Ton côté, Kevin, est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord, toi, que la règle orange papaye pour l'instant nuit au spectacle en Formule 1 plutôt qu'elle vienne l'agrémenter comme certains peuvent se prétendre? Ben, écoute, moi, Martin, je te dirais que elle le nuit dans un certain sens, oui, parce que on voit deux pilotes qui se font dire par leurs ingénieurs, le membre de l'écurie, faites attention de ne pas vous accrocher, ce qui est normal, oui, mais vous- les pilotes ont tellement une bonne avance au championnat pilote, Mhm. les McLaren ont tellement une grosse avance, c'est quoi, c'est presque 300 points, si je ne me trompe pas, par rapport à la deuxième, à Ferrari. Et là, on a tellement peur d'avoir, moi, c'est mon feeling à moi, je pense que McLaren ont tellement peur que la bisbille prennent d'un clan, le clan de Mhm, Piastri et le clan de Norris. On veut tellement pas revivre un épisode, on va rester McLaren Prost Senna ou mhm. l'épisode Mercedes, admettons Rosberg Hamilton. On veut pas faire une scission dans le garage et d'avoir une ambiance euh, très déplorable. Donc, ça là-dessus, je comprends. Par contre, la règle orange papaye de se dire on les laisse se battre. Oui, parfait, ça c'est correct, c'est ce qu'il faut. Mais ce sont des professionnels. Ce sont des professionnels. Laissez-les se battre. Ouais. Oui, il y a le plafond budgétaire aussi. On peut comprendre qu'un un bon accident, ça va entraîner des conséquences. Ça, c'est sûr et certain. Tout le monde est au courant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que laisser les pilotes. Norris, c'est pas sa première saison, c'est rendu un vétéran. Oui, parfois, il y a des petites. Je dirais pas des crampes au cerveau, mais en tout cas, au Mhm. Canada, ça en a été une. Ouais. Mais il faut quand même laisser ces pilotes-là régler leur compte en piste, mais de faire en sorte d'avoir une bonne gestion par la suite dans le garage, de dire là, ça ne fonctionne pas. On met les points sur les i, les barres sur les t, ça, c'est terminé. Mais d'ici là, comme Toto Wolff a fait, Martin, avec Ouais, Nico ouais. Rosberg et Lewis Hamilton, Vous allez il payer avait mis le point sur facture. la table. C'est ça, vous allez payer. Ben, vous voulez faire ça comme ça? Parfait. C'est ça. Toi, tu vas payer le bill, toi, tu vas payer le bill. Après ça, les pilotes vont faire comme OK, je pense que là, on va se tenir, on va faire un petit peu plus attention. Mais moi, je ne suis pas contre, mais en même temps, je me dis, il y a matière à améliorer ça. Mais en gros, moi, ça me dérange pas, OK? Les écuries sont libres de faire ce qu'ils veulent. Moi, je suis pas du Mhm. genre à aller dire,
Quand Red Bull décide de viser pour un pilote, ben, eux autres, ils Mhm. misent sur un pilote, puis ils ont eu des championnats. Fait que faut croire qu'ils ont pris la bonne décision. Quand une écurie décide de dire, nous autres, on mise sur deux pilotes, ben, j'aille pas cette stratégie-là. C'est pas celle que je préfère parce que je pense que tu te nuis et tu dilues tes chances dans un championnat où ce que t'es le seul élu ou que t'as les seules chances de l'emporter, là, c'est un autre dossier. Là, tu peux vraiment les laisser aller puis avoir deux bons pilotes. L'affaire qui me dérange, c'est que faites ce que vous voulez, mais arrêtez de nous faire croire que vous les laissez se battre. Parce que moi, je trouve que c'est pas ça. Je trouve pas que le fait qu'on est dans le micro de Oscar Piastri quand il est à peine 6 dixièmes de Lando Norris, qu'on commence déjà à lui jouer dans la tête, puis à lui expliquer que s'il est pour penser à faire quelque chose, il a besoin de le faire de la bonne façon parce que sinon, il va y avoir des meetings qui vont s'en suivre puis toutes ces choses-là. Je pense pas que Oscar a nécessairement peur de ça, mais à un moment donné, j'ai hâte de voir c'est lequel des deux qui va décider de faire, vous savez le mot qui me traverse par la tête, là, mais en voulant dire, là, arrangez-vous avec vos affaires, moi je vais faire mes Mhm, miennes, là. Puis de dire game on là. Moi je mhm. veux gagner mon championnat puis il faut que je saisisse mon opportunité. Je trouve que d'après moi c'est Oscar Piastri qui est le plus proche de le faire en premier parce que Lando je trouve qu'il s'en sort quand même bien. Depuis que ça a été créé ces règles-là, je pense que ça le sert bien, ça le sert peut-être mieux que Piastri qui pourrait justement faire des manœuvres un peu plus agressives, un peu comme qu'il avait fait contre Verstappen, c'était en Arabie Saoudite si je me rappelle bien où ce que il a dû forcer un dépassement à un moment donné, ça se passait Oui, oui, pas oui. au freinage, puis il est allé à la limite de ce qu'il sait faire. Moi, je trouve que c'est ça que ça nous prive. C'est ce côté-là, moi, qui me dérange. C'est qu'on nous fait à croire qu'on. Puis il y en a beaucoup là, qui adhèrent à ça, qui vont dire ah, c'est le fun de voir deux pilotes se battre. Sauf que moi, je suis là, je suis pas manqué de course, je les vois pas se battre. Le samedi. Le samedi, c'est très, très beau. La bagarre qu'on a entre McLaren sur le meilleur temps pour aller décrocher la pole, mais on le voit dans leur visage. Aussitôt qu'ils n'ont pas la pole ou que t'es pas la McLaren à l'avant, tes chances de gagner sont très, très minces, à part si t'es Lando Norris puis tu bousilles tous tes départs, là, dans ce temps-là, tu ouvres la porte à ton adversaire. Mais de l'autre côté, quand tu vois Piastri faire le meilleur temps, Lando Norris, il y a pas mal, dans son visage, on voit que c'est pas mal fini. On ferme les livres pour la fin de semaine parce que je pourrais pas vraiment leur dépasser en course, puis les stratégies vont aller du côté de la voiture en avant. Que tu es d'accord de ce côté-là, François? Oui, ben, un peu, c'est sûr que la qualif et le pilote en avant a toujours cet avantage stratégique-là, surtout lorsque, mettons, ben, on va dire, la pole est prise. Mhm. S'il n'y a pas la pole, exemple comme c'est arrivé en Hongrie, on avait Leclerc en pole, donc Oui. je pense Norris était cinquième, je ne me trompe pas au départ. À ce moment-là, comme tu as dit, c'est game on, on dirait, parce que vu que la victoire n'est pas assurée, on dirait que là, c'est, comme on dit en québécois, au plus fort la poche. Oui. Donc, Ben, ça, c'est correct. Ça, pour c'est moi, ça. j'aime ça. Sauf que Ouais. quand on commence à déjà pisser dans les oreilles des pilotes, aussitôt qu'ils sont un peu proches pour commencer à dire, il faut que ça se passe comme ça, moi, c'est ça qui me dérange. Ah, C'est j'ai ce moins aimé bout-là. ça. Moi, Ouais. tu sais, j'aurais préféré juste Laisse-les rien tranquilles. entendre. C'est C'est ça, ça. tu C'est sais. ça. Moi, c'est le Comme, bout. hey, oh, rappelle-toi, fais pas ça. Tu sais, Ouais, j'ai trouvé que c'est pour ça que je me dis, pour moi, ils viennent nous mentir en pleine face, dire, oh, nous autres, on les laisse se battre. Pour moi, les laisse se battre, il y a déjà des règles en place, c'est les règles du Mm. sport. Quand tu commences à sortir ton propre livre de règlement, ben, je trouve pas que tu les laisses se battre tant que ça. En tout cas, c'est mon opinion, puis je suis content qu'on Mhm. n'est pas tous d'accord là-dessus parce que je pense que c'est comme ça qu'on a à travers les auditeurs aussi, dans les conversations que je vois. Il y en a beaucoup qui ont la perception de dire, ah non, non, puis je veux pas remettre en question la saison. Je dis pas qu'on n'a pas une bonne saison. Je dis juste que il y a des événements, des fois, où on reste un peu sur notre appétit de dire, ah, d'après moi, il y aurait pu avoir une bagarre entre ces deux-là si ça n'avait pas été deux voitures de la même couleur. Ben, Il va pour, carrément pour, au contraire de ce qu'on nous vend, là, tu sais. pour finir là-dessus, c'est que cette fameuse règle-là, c'est que je pense qu'on n'a pas l'extrême de chaque. Parce que si, Mhm. exemple, la règle, c'est qu'on les laisse se battre, on les laisse peut-être pas se battre jusqu'où on voudrait, mais on est peut-être mieux avec ça que si on n'avait pas Ouais. cette règle-là et qu'on ne les laissait pas se battre. Mais de toute façon, ils n'ont comme pas le choix de les laisser se battre. Ils sont premier, deuxième au championnat Avec avec 200 une points. différence de points de 9 en ce moment. Donc, tu sais, ils peuvent pas favoriser l'un ou l'autre, là. Ça va casser. Ça va casser à un moment donné. Mais C'est entre ces deux-là, là. c'est ça. C'est le premier qui va décider de dire ça marche plus, ça casse, qui va peut-être Mhm. gagner le championnat à cause de ça. Le premier qui va allumer, là, qui va faire. Moi, j'espère que c'est Oscar Piastri à un moment donné qui va. Pas parce que je veux qu'il gagne, mais j'ai l'impression que c'est lui qui est le premier qui va casser cette règle-là, qui va faire comme non, non, cette règle-là ne me sert plus, ne sert plus ma carrière. L'équipe a été servie.
Je vous ai donné 200 points d'avance au championnat constructeur. Maintenant, laissez-moi aller me servir puis gagner mon Mhm. championnat des pilotes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le verrais. Puis c'est pas parce que dans la vie, je suis pas un gars d'équipe. Je suis un gars d'équipe, mais je comprends qu'il y a il y a des phases, à un moment donné, il faut que tu penses à toi-même dans des situations comme ça, surtout si c'est ton adversaire qui en tire avantage à Ah cause de ouais. ça. Puis tu sais, je vais dans le sens à Kevin, puis je pense que c'est là que tu étais rendu, François, avec ton opinion, c'est de dire que là, présentement, on veut tellement protéger les relations, on veut que tout le monde continue de faire la petite prière, aller manger ensemble, ce qui est correct, sauf que tu pourras pas faire deux champions du monde. Il va en avoir juste un à la fin de l'année. C'est sûr, il y a quelqu'un qui va être froissé à la fin de la saison. C'est Là. ça. Fait que t'es aussi bien de pas être trop impliqué avec ton livre de règlement puis tes communications radio. Puis il y a plus de chances après ça que personne va t'en vouloir parce que tu vas dire, écoute, on n'a pas été impliqué là-dedans, on vous a Ouais. donné les meilleures chances. Fait que je trouve à longue, à force de penser qu'on n'est pas trop impliqué, je trouve qu'on en fait trop. Puis c'est justement, on va faire l'effet contraire. On va se peinturer d'un coin, puis il y a un des deux pilotes qui va être en maudit après l'écurie à la fin de cette saison-là. En tout cas. D'autres sujets qui continuent de marquer l'actualité, bien sûr, il y avait la règle orange papaye qui fait discuter, puis on n'a pas fini d'en entendre parler. Je pense qu'on rentre justement dans les dernières discours, ça va être quelque chose qui va Mhm. revenir souvent. Mais une autre chose aussi, c'est les pilotes français en Formule 1. Vous avez vu, là, ça a attiré beaucoup l'attention sur Mhm. notre page. Ils ont, je sais pas comment dire ça, l'honneur, parce que c'est pas l'honneur, c'est au mérite, mais je dirais que c'est un honneur d'avoir trois représentants d'un pays sur 20 pilotes. C'est énorme, là. On sait que les pilotes britanniques, eux autres, c'est encore plus, là. Mais quand tu regardes ça, tu te dis, t'as trois pilotes français sur la grille. Je regardais les écarts au championnat. C'est très, très proche, là, le nombre de points, là. Puis en plus, on est dans trois voitures différentes. Donc, c'est quand même quelque chose d'impressionnant de dire trois pilotes de la même nationalité, dans trois écuries différentes qui se retrouvent pratiquement au même endroit du classement. C'est un classement qui est très compétitif. Il y a une grosse parité en Formule 1 cette année, puis dans les dernières saisons. Donc, c'est pas évident de se retrouver là. Mais ça m'a ouvert l'esprit pour poser une question. Puis j'ai décidé de vous la formuler un peu différemment de ce que les auditeurs ont eu, mais c'est pour vous mettre en perspective. Si demain matin, il y avait des fameux Olympiques, là, tu sais, maintenant, on Mhm. parlait de ça, des Olympiques de sport automobile. Oui, une bonne idée, j'aime ça. Mettons, là, tu sais, je veux pas rentrer dans ces détails-là, mais on avait dit des voitures pareilles ou quoi que ce soit, mais tu choisis un représentant pour la France. Toi, là, le mot que les Européens utilisent, c'est sélectionneur, là, je pense, que c'est un drôle de Ouais, mot, là. ouais, pour Euh, l'équipe de soccer, oui, c'est ça. Pour c'est l'équipe de ça. foot, pardon. Pour l'équipe de Désolé. foot, le Ouais, sélectionneur. Mais mettons, sélectionneur, ouais. François, on va commencer avec toi, François. T'es sélectionneur, là, Pour les Olympiques, pour les Olympiques pour la France, en sport automobile. C'est qui ton pilote? Sébastien Loeb. Je m'attendais que ce soit un pilote de Formule 1, ce serait Attends, ok, préférable. ok, excuse-moi. Ouais. Pierre Gasly. Si on reste en Ouais. Formule 1, je vais choisir Pierre Gasly. Fait que t'es d'accord avec les auditeurs du F1 Podcast, parce que c'est ça qui a été voté par C'est ce unanimité. que j'ai voté. Moi, je Ouais. pense que c'était le pouce bleu pour Pierre Oui, c'était le Gasly. pouce bleu. Puis oui, je le Donc, sais que des fois, tu sais, c'est pas des sondages scientifiques, là. On n'est pas léger. Puis on est peut-être même mieux que léger à certains endroits. Surtout ceux qui suivent les, euh, mhm, les, les sondages pour la politique, ça dirait qu'on est probablement meilleur que les autres. Mais quand on regarde ça, si on prend le sondage, oui, je sais qu'il y a toujours à cause du pouce bleu, c'est plus facile. Il y en a qui me disent, ah, ça m'y est trompé. Mais tu sais, on prend pas ça super au sérieux, mais il y a quand même un gros écart envers Gasly. Fait que je pense que c'est vraiment Gasly qui a été voté, qui a vraiment gagné, là. Il y a une marge d'erreur dans tous les sondages, mais la marge d'erreur, une fois qu'on l'enlève, il gagne encore pas à peu près, là. Mais de ton côté, Kevin, si t'es le sélectionneur de la France, est-ce que c'est aussi Pierre Gasly qui t'envoie aux Olympiques? Je vais être très peu original en disant Pierre Gasly, mais c'est effectivement Pierre Gasly qui serait mon choix, oui, pour l'équipe de France. Ouais. Puis, ceux qui pensent à Hadjar comme étant, tu sais, parce que des fois, ça prend un remplaçant, là, s'il arrive quelque chose. Est-ce que c'est Mhm. Hadjar, le remplaçant, ou c'est Ocon? en devenir, je dirais que ça fait beaucoup de sens à la lumière de la saison qu'il a. Est-ce que Hadjar serait le numéro 2 dans le fond, à l'avant d'Ocon? Peut-être pas Ouais. là, Non? mais Ah, tu sais, mettons, pas à l'heure où on se parle, mais qui hmm. sait, mettons, après 2 saisons de constante performance intéressante de la part d'Adjar, oui, mais tu sais, Ocon, faut pas oublier que c'est quand même un pilote extrêmement compétent. Puis lorsqu'on parle de le sélectionner pour les Olympiques, ben, on s'attend à ce qu'il conduise d'autres choses que des F1. Moi, je l'ai déjà vu en DTM, là, ses formules juniors et la F1. Il a fait un bref passage en DTM. Il était très bon. Il était avec Mercedes à ce moment-là. Donc, tu sais, c'est de voir aussi. Moi, tu sais que j'aime la versatilité. Je suis un pilote. Hum. Par contre, j'ai jamais vu Gasly conduire un autre véhicule qu'une F1. Donc, je n'ai pas cette donnée-là. Mais à date, j'irais, mettons, aujourd'hui, j'irais Gasly, Ocon, Nadjar.
mais Adjar fait un très bon énoncé de quelqu'un qui pourrait prendre la place d'Ocon éventuellement. Mhm. Là, je répète au monde, là, aux gens, là, parce que je sais qu'il y en a que les comparaisons, ça les dérange. Les pilotes de Formule 1, là, les athlètes, là, sont comparés là, depuis qu'ils ont l'âge de 4 ans. Fait qu'il n'y a rien qui va. On va pas fâcher les sentiments de personne Ah non. aujourd'hui avec ça, là. Puis si je répondais à certains auditeurs qui m'envoyaient ça, des gens que connais pas, qui sortent de nulle part des fois pour dire ah ben là, vous faites des comparaisons, c'est pas correct. Tout ça, vous les écoutez, les courses, là. Le gros tableau à gauche dans l'écran, là, qui est là toute la fin de semaine, là, ça, c'est ça que ça sert. Ça compare tous les pilotes, là. Fait que si vous êtes choqués que nous, on les compare, de vous êtes choqués à tous les week-ends quand vous voyez tous les noms se déplacer un par un puis qui font des comparaisons avec les temps. Ça fait partie du sport. C'est ça, le sport automobile, là. C'est une comparaison avec les autres. Donc, ça veut pas Mhm. dire qu'il y en a des moins bons puis des pas bons puis des moins bons. On les aime tous, là. Puis la preuve, dans les points, c'est Gasly qui est choisi comme étant le meilleur pour la France. C'est lui qui a le moins de points au classement. Fait que c'est vraiment objectivement que c'est fait, là, que les gens Mhm. sont capables d'analyser que malgré qu'il est dans une Alpine, il y a des bons résultats. Il y a Ocon qui a le meilleur résultat présentement au classement, qui a le plus de points, mais c'est lui qui a le moins de votes là, présentement qui serait là, ça, selon le vote des auditeurs. Ton côté, Kevin, toi aussi, là, tu restes avec Gasly, mais est-ce que tu ouvrirais la porte probablement au futur? Est-ce que c'est Hadjar qui est ton numéro 2 ou c'est Ocon? Je dirais que l'échantillon, Martin, dans le cas d'Isaac Hadjar, est encore trop faible Mhm. pour se dire que ça va être tout de suite lui. Je trouve qu'il y a un très beau futur devant lui. Attention à ne pas le griller trop Mhm. rapidement, mais je trouve que c'est un pilote qui peut se montrer très intéressant pour le futur. Mais pour le numéro 2, si on met un remplaçage, évidemment, je mettrais Esteban Ocon. Puis c'est incroyable que tu parlais des points, Martin, dans le championnat parce que Ocon a 27 points, Pierre Gasly en a 20. Donc, l'écart est vraiment Ah oui. minime là, entre les deux pilotes. Et surtout quand on voit les résultats que Pierre Gasly a réussi à faire, à porter son Alpine en Q3, réussir à marquer des points. Oui, Ocon a parfois une voiture qui est délicate à certains moments. Lui aussi, il le fait très bien. Oui, bien évidemment. Mais je trouve que Gasly réussit à faire grimper, à monter sa voiture à un palier supplémentaire. Fait que Des cœurs vraiment, incorporés. Ouais, oui, ouais. et voilà, exactement, le petit clin Hashtag d'œil. des cœurs. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est Pierre Gasly. Et ensuite, je mettrais Esteban Ocon. Là, vous allez me voir dans le détour, là, où est-ce que je vais aller avec ça, parce que Mhm. là, je vais vous parler de Lewis Hamilton. On donne de l'actualité en même temps qu'on arrive avec nos questions, d'accord, pas d'accord. Lewis Hamilton, de son côté, c'est pas les meilleures vacances, je pense, qu'il a passé en F1 parce qu'il attire encore l'attention. Je pense qu'attirer l'attention, c'est pas quelque chose qui le dérange, je pense que c'est quelque chose qu'il aime bien. Sauf que attirer l'attention pour des contraintes de performance puis ces choses-là, ça, c'est jamais l'idéal pour aucun athlète. Il y a des rumeurs qui viennent avec ça, puis il y a aussi, il y en a qui disent qu'il est pas content, il y en a qui disent qu'on n'est pas content du côté de Ferrari. Après ça, on essaie de sauver les meubles dans les médias. Là, lui, il aurait remis une liste de recommandations à l'écurie. On a demandé à Charles Leclerc, est-ce que ça a été une demande à l'interne? Est-ce que Ferrari vous a demandé de soumettre une liste? Puis là, il a dit non, moi, je soumets pas de liste. Moi, je donne des recommandations au jour le jour. Là, tu sais, lorsque je parle avec mes ingénieurs, je fais pas une liste. Ça, c'est un peu spécial. Puis après ça, on a eu Fred Vasseur qui a sorti, qui a dit, ouais, mais avec Lewis, c'est toujours empiré. Fait que je sais pas s'il voulait dire que c'est Lewis qui rempire la situation, parce qu'il ne faut pas toujours se fier à ce qu'il raconte, des fois, s'il y a de l'exagération, ou il voulait dire que les gens, ça prend une autre ampleur lorsque ça tourne aux alentours de Lewis. On Mhm. sait que la popularité et toutes ces choses-là. Mais j'ai pas envie là, de rentrer dans. On en a parlé en long et en large, puis toutes ces affaires-là, de qu'est-ce qui se passe. Le Grand Prix d'Hongrie, pour moi, j'ai été vraiment déçu. Je l'ai dit souvent, puis je sais pas de ton côté, François, on avait fait l'épisode ensemble le vendredi. On s'attendait à des bons résultats de la part de Lewis Hamilton Ouais. sur le circuit d'Hongrie. Donc ça, je trouve pour moi, là, ça, déjà que mon estime était pas haute du fait qu'on va revoir le bon Lewis, qu'on va le voir de temps en temps, mais qu'on va revoir un huitième titre, on oublie ça. Euh, mais Hongrie, là, pour moi, là, il a perdu énormément de valeur. Je me dis, hey, ça, c'est un circuit qui maîtrisait tellement Ben bien oui. avant. Ton pilote, ton coéquipier t'en pôle, toi, t'es douzième, puis en plus, tu pars douzième, puis tu termines douzième. Encore là, je fais appel à ton expérience. C'est pas le meilleur sentiment pour un pilote lorsque tu pars en dehors de ton classement, puis tu finis à la même position que tu as parti. Quand tu pars si loin que ça après une qualification, j'imagine, François, que le seul positif que tu peux aller chercher, c'est que tu as des bonnes chances de gagner des positions pendant la course, puis même là, ça arrive pas, là. Ouais, ben normalement, quand tu te plantes en qualif, tu t'attends à être capable justement
d'aller dépasser des pilotes qui sont Mhm. normalement plus lents que toi ou qui ont une moins bonne voiture que toi durant la course. Même si c'est gagné 3 positions, c'est déjà ça de fait. Mais dans le cas de Hongrie, ben, on le sait qu'il était très performant, du moins historiquement, sur ce circuit-là. Et oui, Charles Leclerc l'a mis en pôle. Donc, sérieusement, Lewis Hamilton, c'est de valeur. J'ai vraiment l'impression que c'est probablement le type de voiture effet de sol. On voit qu'il n'a jamais vraiment su tirer son épingle du jeu. Oui, une victoire par-ci par-là avec Mercedes, la sprint en Chine, mais avec une voiture qui a été disqualifiée en course. Donc, euh, je crois que 2026 pour Hamilton risque d'être déterminant à savoir est-ce que c'était la voiture à effet de sol ou c'est Lewis Hamilton le problème. Où est-ce que ça m'emmène, là? La raison pourquoi je passe par là, c'est oui, il y a eu le fait aussi qu'on a annoncé que la dernière année de son contrat de 2027, c'est lui qui détient Ouais, l'option, il décide ce qu'il peut faire. Donc, on doit lui donner une compensation salariale si on veut se débarrasser de lui. C'est correct, il le mérite. Lorsque tu veux attirer quelqu'un chez vous, comme on a fait du côté de Ferry, ben, on a donné des petits bonus, hein, des choses que tout à fait. Mercedes ne lui donnait pas. Mais où je veux en venir avec tout ça, c'est que si on reprend la même formule, les Olympiques demain, puis on envoie le sport automobile, on a une division. Mais là, tu es rendu le sélectionneur de la Grande-Bretagne. Je vais commencer avec Ouh. toi, Kevin. C'est qui ton pilote qui va représenter la Grande-Bretagne? Est-ce que tu y vas avec le septuple champion du monde, Lewis Hamilton, ou tu décides d'aller par la jeunesse puis tu te fais tirer les tomates? Ah, là, là, bonne question. Mais écoute, Martin, moi, j'irais avec la jeunesse et je me ferais lancer des tomates et j'irais pas avec Lando Norris, j'irais avec George Russell. Ben, j'ai le même choix que toi. Pour moi, Ah, ben, Pareil. ouais, pareil. Pour ça moi, va c'est bien. George Russell. Puis je posais la question parce que j'aime ça avant d'emmener les sujets. Des fois, je les teste hein, avec des proches ou Mhm. avec des gens. Mhm. Puis je demandais à un de mes amis, je disais, ah, toi, si jamais tu aurais la chance de choisir un pilote britannique. Pour l'instant, là, j'ai rappelé c'était qui les pilotes britanniques. J'ai mis Mhm. Albon puis Berman, mais tu sais, on va être logique. Là, pour l'instant, t'as des gars qui ont gagné des courses, puis t'en as qui n'ont pas gagné. Tu sais. Mais si on se fie aux trois Britanniques, là, aux trois meilleurs présentement, puis mon ami était comme pas mal à l'aise, mais t'as comme ben, tu vas peut-être trouver ça bizarre, mais moi j'irais avec Russell. Non, je trouve pas ça bizarre pendant tout. Pour moi, c'est la réponse. Pour moi, c'est George Russell qui va avec. Mais j'étais curieux de savoir pour vous, là, de ton côté, t'es Russell aussi, puis de ton côté, François, est-ce que tu as une réponse différente? Est-ce que pour toi, le fait d'avoir l'expérience, Hamilton, tout ce qu'il a gagné, que si lui, puis tu sais, il y en a qui vont dire, ah, ben avec tout ce qu'il a gagné, il mérite, mais ça devrait jamais fonctionner vraiment comme ça. Tu devrais pas, tu sais, quand c'est une compétition internationale, tu envoies le meilleur du moment et non ceux Oui. qui ont gagné par le passé. On a déjà fait cette erreur-là dans des sélections là, pour des équipes par le passé, là. Mhm. Mais lorsque tu en as juste un, tu veux le bon. Est-ce que toi, tu y vas avec ce qu'il a accompli et l'expérience ou tu penses que Russell est rendu en avant de lui ou même Lando? Ben là, je prendrais Russell en premier, moi aussi, Mhm. parce que cette année, il y a une très bonne saison. Puis même historiquement, là, quand il était pour Williams, on se rappellera, là, je pense que c'était sa deuxième position à Spa, sous la pluie en termes de qualif. Là, Mhm. donc, euh, Russell est un pilote qui est bon un peu dans toutes les conditions. Il est en bon québécois, à son prime. Donc, je pense, le meilleur pilote britannique du moment, ben, du moins en ce moment, est George Russell. Ça n'enlève rien à Lewis Hamilton. Si on s'était parlé, là, 5 ans, Ah 6, oui. 7 ans, c'est sûr, j'aurais dit Lewis Hamilton. Mais là, on est à une autre époque. Non, c'est ça. Je pense que mais c'est quand même significatif hein, lorsqu'on regarde ça de dire il n'y Hmm. a pas si longtemps, tu as reculé de 5 ans, mais il y a peut-être une couple de mois ou une couple d'années, ne serait-ce que les réponses auraient probablement été différentes, de dire ah non, tu Mhm. dois y aller avec Lewis Hamilton. Ça montre, le déclin de Lewis, mais ça montre aussi, je pense qu'il y a du positif là-dedans, le progrès que George Russell a fait, que on serait prêt à lui donner notre confiance d'aller représenter un pays, de dire ben c'est toi le meilleur pilote britannique présentement. T'es content que je t'avais pas sorti un pilote de touring car, hein? Mais je comprends qu'il y a des gens qui auraient des opinions différentes, de dire, ah, on devrait, c'est pas nécessairement les pilotes de F1, mais c'est juste pour pas se perdre dans le sujet. On en Ouais. a quand même, tu sais, je disais, on en a 5 sur la grille, là, si on calcule Berman, Albon, puis les trois autres, Russell, Norris et Hamilton. Donc c'est quand même beaucoup. C'est un bel Ouais. accomplissement pour les Britanniques aussi d'avoir ça, mais quand même de dire que la passation du flambeau, de dire maintenant c'est pas Hamilton, c'est George Russell par unanimité ici, puis de tous les gens avec qui j'ai parlé, c'est George le choix.
Justement, on va le demander aussi à nos auditeurs. Vous avez fait un podcast en fin de semaine. On fera la continuité de ce qu'on a fait avec les Français. On va voir du côté des Britanniques là, si la participation va être pareille. Même chose aussi, je le rappelle aux gens, à toutes les fois qu'il y a un podcast comme ça sur Spotify, il y a toujours accès aux commentaires. Vous pouvez nous laisser un commentaire ou vous pouvez aussi répondre aux sondages. On met toujours une question sondage à toutes les semaines. Donc, j'ai pas décidé encore ça fait quoi cette semaine. Normalement, je trouve que c'est une bonne idée de la dire dans l'épisode pour que les gens puissent déjà se faire une idée. Ça va peut-être me venir d'ici la fin de l'émission, là, peut-être justement dans notre prochain sujet d'accord, pas d'accord qui s'en vient. Je vais vous parler de course sprint. Il y a quelques Mhm. semaines, Mhm. Kevin et moi avons eu la chance de se prononcer sur une rumeur. D'ailleurs, des sites, des pages avançaient que c'était confirmé là, le nouveau calendrier sprint. On avait fait un beau montage, hein. On est rendu capable de faire des montages qui ressemblent à ceux de la Formule 1. On avait dit que c'était une information qui avait coulé. Finalement, on sortait ça. De notre côté, on avait gardé une petite gêne à travers ça parce qu'il y avait quelque chose qui accrochait le fait que Miami était si proche de Mhm. Montréal, puis qu'on avait 2 courses sprint. Ça veut pas dire que ça arrivera pas, ça veut pas dire que c'est pas vrai, sauf que j'ai fait mes recherches, puis par le passé, on a déjà fait les annonces de Weekend Sprint là, pour la saison qui suivait. On a déjà fait ça au mois d'août. On a déjà fait ça au mois de juillet, puis on a déjà fait ça au mois de janvier. Ça peut différer, sauf que normalement, on est dans la période où on aurait dû l'avoir, on l'a pas eu, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il reste des choses à confirmer, à faire, à approuver? Je ne sais pas. Il y a quand même des choses qui pointent dans le sens que Montréal aurait une course sprint. Ce que je voulais savoir avec vous, moi, je me suis insurgé de Singapour. Pour moi, ça n'a pas de bon sens d'avoir une course sprint à Singapour. Je voulais savoir, est-ce que c'est juste moi qui ai cette réaction-là? Je sais on prend un malin plaisir, François et moi, de donner des petits coups de pied au Qatar à toutes les Ah oui. choses, mais je pensais jamais en arriver là, mais pour moi, Singapour, c'est pire que le Qatar. Est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord avec ça, François? Euh, je te dirais peut-être pas pire, mais égal. Ouais. Pour des raisons que, c'est pas un circuit qui favorise beaucoup les dépassements. Ben, ça reste un circuit spectaculaire avec le type de course qu'on a de soirée. Mais la chaleur. La chaleur Mhm. est très, très prenante là-bas, là. C'est quand même une place hyper humide. Donc, pourquoi exposer les pilotes à plus de risques côté santé et de faire des week-end sprints dans des endroits où, justement, c'est là que c'est le plus taxant pour le Mhm. corps. J'ai toujours cette optique-là en tête. Donc, quand je t'écoutais, parce que j'écoutais le podcast, là, je n'étais pas de ce podcast-là, mais quand je t'ai entendu parler de ça, j'étais dans ma voiture, bien sûr, à écouter, puis j'étais comme, ouais, Singapour, ouch, tu sais, ça fait. Puis là, on parlait justement, tu as évoqué notre fameuse amour pour le Qatar, donc je savais que tu allais en parler. Puis c'est ça, c'est que non, je pense qu'il y a des pistes qui se prêtent mieux à ça, des environnements qui se prêtent mieux à ça. Et puis, je suis pas certain pour le spectacle, en toute franchise. Puis Kevin s'est prononcé, puis on faut être honnête, là, on peut être chauvin, mais je suis pas certain pour Montréal non plus. Non, ben écoute, c'est sûr, oui, ça serait le fun à voir parce On le qu'on veut aurait parce une que c'est course. chez nous. Oui, c'est C'est ça. ça, C'est ça, je exactement. suis Faut pas être curieux, mais. chauvin, oui, c'est Ouais. ça. Mais en même temps, je me suis dit, est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'on va avoir un bon spectacle? Parfois, les courses sprint, tu sais, Martin, François, c'est pas toujours les courses les plus agréables à regarder. Pas tout le Non, temps, non. on va Ça se le devient dire. une Pas parade à tout un le temps. certain moment. Il C'est ça. faudrait arriver avec un ingrédient de pneus Tout ou le monde en gomme dur. ouais, Mais, je sais c'est- pas quoi, sérieux, là. mais moi, c'est rare, vous allez m'entendre dire ça parce que je veux toujours avoir les meilleures gommes pour avoir les voitures les plus rapides. Sauf que moi, pour moi, c'est, tu mets les gommes dures, il n'y a plus de casse-tête, tu sais que les gars vont aller jusqu'à la fin, c'est supposé durer au moins 20 tours, là. Fait qu'à Ouais, pousser. ouais. Donc, ça, c'est, mais, tu sais, Kevin, je te le demande pas d'accord, parce que je sais que Mhm. toi, ben, je peux te demander entre Qatar puis Singapour, là, qu'est-ce qui est, puis moi, pour moi, Singapour, c'est pire, là. Bon, écoute, je pense que c'est, comme François dit, c'est pas mal identique en termes un gros nom pour ces deux courses-là en termes de sprint. Puis tu sais, Martin, on en avait parlé, toi et moi. Pourquoi est-ce que le Red Bull Ring Ah et oui. Sao Oh Paulo mon ne Dieu, sont oui. pas au calendrier des courses sprint? Mm. Montadine de Ben. Ouais. Même Monza, je sais pas pourquoi ils sont jamais là. Ils l'ont jamais eu, mais ça pourrait être pas pire. Il arrive toujours des affaires spéciales. Mais tu Parce sais, qu'on l'a eu à Interlagos, puis Interlagos devrait jamais être enlevé. Ben oui. ouais, Interlagos, c'est ça, on là. l'avait dit, ça, c'est le circuit qui, même on parlait de faire les fins de saison. Ah, Il y ouais, a des raisons pour qu'on oui, fait pas comme à ça. l'époque. Mais ça, tu sais, c'est ça qui est de valeur, hein, d'avoir, là, on va l'avoir une course sprint cette année, mais de penser qu'on va avoir Interlagos puis juste une course dans la fin de semaine, c'est tellement le fun d'en avoir deux parce qu'une fois que c'est fini, t'en veux un autre. Mhm. Ça t'en redemande. Mais
J'ai Marc-Antoine Garand, qui est un fidèle auditeur Mhm. du F1 Podcast, toujours Ouais. des très bonnes conversations. On le salue, un gars de la Beauce. En plus, moi, j'ai entendu dire que le monde en Beauce sont toutes fins. J'ai jamais été, là, mais lui, en tout cas, il donne une bonne réputation parce qu'il est très, très gentil. Il donne toujours des bonnes questions. Puis il était curieux, après le sujet sur qu'on a parlé, justement, lorsque Kevin et moi, on a parlé des sprints, il a dit, Kevin semblait en faveur de Zandvoort d'ajouter les Pays-Bas. Il dit, j'ai été surpris. Toi aussi, tu es d'accord avec ça. Puis il me connaît quand même bien, Marc-Antoine, par mes réactions. Ça fait longtemps qu'il écoute les podcasts. J'ai dit non. J'ai dit, Mhm. c'est juste que on a manqué de temps. Puis moi aussi, ça avait piqué ma curiosité. Pourquoi Kevin était en faveur de voir Zandvoort ajouté au calendrier? Parce que moi aussi, ça n'est un que je ne sais pas à quoi m'attendre de voir une course sprint là-bas. Fait que je veux savoir, je voulais te laisser la chance là, avec la question que Marc-Antoine a demandé. Est-ce que c'était juste comme ça parce que c'est ta curiosité ou tu as vraiment quelque chose qui nous échappe que tu penses que Zandvoort pourrait être bon pour ce spectacle-là? Écoute, moi, je te dirais que Zandvoort, c'est un circuit où on peut dépasser. C'est un circuit qui est technique, c'est un circuit qui est intéressant, c'est un circuit qui a une très grosse popularité avec, évidemment, Max Verstappen, ça c'est sûr. Mhm. Euh, Moi, je trouve que c'est un circuit qui est le fun aussi. Moi, je trouve que c'est un circuit cool, en parenthèse, pour faire les guillemets de François. Ouais, C'est un circuit que je trouve intéressant, puis je lui donnerais sa chance. Si on voit après l'année prochaine que l'échantillon n'est pas bon, on arrête. ouais. On laisse la chance au coureur, on l'essaye, ça fonctionne, on a un beau spectacle, parfait, tant mieux. Mais si ça ne marche pas, bon, OK, on a essayé quelque chose, ça n'a pas marché, on peut passer au suivant. Et en plus, c'est aussi que Zandvoort arrive, si je ne me trompe pas, arrive en fin de contrat là, très prochainement, là Ouais. aussi. Donc, on va peut-être essayer de donner un petit boost là, de ce côté-là. Ben, on n'est pas supposé être renouvelé, là, il se passe parce Non, c'est ça. on n'a pas d'aide gouvernementale. Fait que là, c'est sûr Mm. qu'avoir une course de plus, monter le prix des billets, ça aide à rentabiliser l'événement parce qu'on doit s'occuper de l'événement nous autres mêmes, là, contrairement à Montréal. Écoute, François, il reste vraiment pas beaucoup de temps, mais je voulais quand même que tu aies la chance de te prononcer là-dessus. Ce que je comprends de Kevin, c'est qu'il y a la curiosité, Zandvoort, c'est intéressant, il y a l'ambiance, toutes ces choses-là, mérite d'avoir un essai, mais il ne mentionne pas nécessairement que c'est un succès confirmé, là. C'est pas sûr Non, c'est comme ça. Interlagos ou comme. Mhm. Mais de ton côté, toi, Zandvoort, est-ce que ça te dérange? Est-ce que tu es un peu sceptique ou tu penses que ça peut bien se prêter à cette formule-là? Ben, ça me dérange dans le fait que j'aurais préféré que d'autres l'aillent, comme on vient d'évoquer, Mhm. mettons Spielberg ou Interlagos. Mais Kevin marque un point avec laissons la chance aux coureurs. Tu sais, Ouais. Austin, on avait détesté la première sprint, la deuxième avait été meilleure. Donc, des fois, l'échantillon va être différent d'une année à l'autre aussi. Donc, pourquoi pas? Laissons-leur la chance. Tu sais, j'ai pas la même appréhension qu'avec un Singapour ou un Qatar. Donc, Non, non, euh, non. voilà. Mais c'est pas. C'est ça. Fait que on est d'accord les trois. C'est pas comme ah, c'est une place dans ma tête, c'est là qu'il fallait aller. C'était Zandvoort qui tombait sur la liste. Sauf on l'a pas essayé, puis il n'y a rien qui nous montre que ça fonctionnera pas. Comme Singapour, parce que c'est plus évident que ça marchera pas, là. Comme Monaco, là. Monaco, Ouais, ça. ils Les essayent pas ça, là. perspectives sont sombres. C'est ça, les lueurs d'espoir sont Mm. faibles. Bien, c'est ça. Fait que c'est ce qui conclut notre épisode de cette semaine, les boys. Merci beaucoup d'avoir été là. On a une formule un peu modifiée, un peu raccourcie avec l'absence de Jean-Christophe. C'est pas de sa faute, les problèmes techniques, ça arrive, c'est comme ça. Mhm. Mais ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé. Il n'y a pas énormément Mm. d'actualité parce que les pilotes et les écuries ont vraiment pris leurs vacances, c'est le cas de le dire. Quand même eu la petite annonce de Bottas qui est venue nous donner quelque chose à jaser. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va être de retour vendredi avec la formule Votre Guide. Dans le fond, on va mettre la table pour le week-end de course et après, on va continuer sur notre programmation régulière jusqu'à la fin de la saison. Déjà bientôt 40, mais je pense que c'est la 40e épisode déjà aujourd'hui. Plus les bonus qu'on a fait. Donc, encore une grosse saison là, du F1 Podcast et c'est pas terminé. Donc, bien hâte d'entamer les 10 dernières courses avec vous, messieurs. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine et une bonne dernière semaine de vacances. Je sais que François, tu vas être absent vendredi, c'est vraiment tes vacances, Mhm. mais on va se Ouais, retrouver. On va se retrouver normalement là, pour le reste de la saison. Et puis Kevin, mais toi, tu vas être de retour à ton poste là, lundi suivant le prochain Grand Prix qui est du côté des Absolument. Pays-Bas. Donc merci les boys, passez une belle fin de semaine. pareillement. Au revoir à Pareillement. tous. Merci. Bye bye. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 22 août. Notre prochain rendez-vous sera vendredi prochain en marge des séances d'essais libres du Grand Prix des Pays-Bas. Et d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram ainsi que X Twitter, et aussi à vous abonner à nos chaînes Spotify et YouTube et activer la petite cloche question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente fin de semaine.